ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. Avec l'hôte du jour, on va parler école, éducation. L'hôte du jour c'est Stéphie Nsiloulou. Salut Stéphie, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, ravi de te recevoir ici. De même. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Stéphie Nsiloulou. C'est très bien parce que tu as très bien prononcé mon nom, j'apprécie. Et pas le Nsiloulou auquel j'ai droit habituellement. Alors, j'ai 37 ans, je suis maman, j'ai 2 enfants et je suis CPE, donc conseillère principale d'éducation, depuis février 2012. Donc, ça fait 13 ans maintenant que j'exerce. Voilà. Ok. Et comment on en arrive à devenir CPE? Alors, le parcours classique d'une personne lambda, c'est de faire un master d'éducation, un parcours assez classique. Sauf que pour moi, ça n'a pas été ça. Donc, j'ai une formation juridique. Donc, j'ai eu un master en droit privé, en contentieux. Et il s'est avéré que j'ai eu une période, en fait, quand j'ai eu mon master, où je me posais énormément de questions, parce que du coup, je m'étais imaginé plein de choses par rapport à la profession, dans le domaine, des professions dans le domaine juridique. Et j'ai un petit peu déchanté. Et donc, je suis arrivée, j'ai obtenu donc mon master en septembre 2011. Et je me posais énormément de questions parce que, voilà, de base, je voulais être avocate. C'était quelque chose qui me passionnait. En tout premier lieu, j'ai voulu être assistante sociale, d'abord, faut le dire, parce que c'était vraiment ça ma vocation. J'ai pas pu avoir la formation que je voulais à cause de l'ancêtre de Parcoursup qui s'appelait APB. Et donc, mon deuxième choix, c'était le droit. Et donc, vu que j'ai toujours aimé l'école, c'était pas difficile pour moi d'avoir fait ces 5 ans d'études. Mais sauf qu'arrivé à la fin, je ne savais plus trop quoi faire. Donc, je me suis assise, je me suis posé des questions, à savoir vers quoi je devais m'orienter. Et il s'est avéré que l'établissement dans lequel j'étais surveillante pendant 2 ans m'a recontactée pour réoccuper en fait un poste de surveillant, parce que du coup il y a eu un gros turnover dans l'établissement. Il y avait des difficultés, il y avait quelques difficultés, donc ils m'ont demandé si je pouvais revenir pour occuper un poste de surveillante. Donc j'avais eu mon master à ce moment-là et donc je me tournais un petit peu les pouces. Donc j'ai accepté. Je suis revenue au collège et effectivement je me suis rendu compte que le turnover avait vraiment eu ses effets dans l'établissement. Une CPE qui était... Il y avait 2 CPE dans le collège. Une des CPE se sentait pas très bien, donc elle était en arrêt maladie. Et donc moi, je suis arrivée au mois d'octobre. Donc après, parce qu'il faut savoir, généralement, quand on engage des surveillants, ils arrivent... ils commencent au mois de septembre et ils ont une période d'essai d'1 mois. Donc généralement, soit on les garde jusqu'à la fin de l'année, soit effectivement, on se rend compte qu'ils sont pas très efficaces. Et du coup, on arrête au moment de la période d'essai. Donc, un nouveau recrutement se fait à partir du mois d'octobre. Donc, j'ai fait partie en fait de ce recrutement-là du mois d'octobre à partir du moment où ils ont écourté les contrats du coup de ceux qui n'étaient pas compétents. Donc, j'arrive au mois d'octobre et effectivement, je me rends compte de la difficulté qui se trouve dans l'établissement, sachant que ça faisait déjà 2 ans que moi j'étais là. Donc, je connaissais un petit peu comment ça fonctionnait. J'étais bien avec les enseignants qui étaient déjà là. Et donc, 2 mois plus tard, certains profs, je vois une délégation de profs qui viennent me voir. Stéphie, en fait, là, on a demandé au rectorat de nous envoyer quelqu'un pour remplacer du coup la CPE qui était en arrêt. Sauf qu'effectivement, là, on n'a pas encore eu de retour, mais on aimerait bien proposer ton nom. Bug. Mais honnêtement, bug. Et là, tout l'orgueil remonte. Excusez-moi, j'ai fait des études de droit, en fait. Je vois pas le rapport avec ce que vous êtes en train de me dire, je comprends pas. Et donc, j'ai une amie qui occupait un poste de secrétaire de gestion, qui vient me voir et qui me dit, du coup, dans le même établissement, qui me dit, mais Stéphie, dis oui.
Je dis, bah non, c'est pas mon objectif. Enfin, moi, au pire, peut-être que je referai un autre master en droit public, peut-être pour passer des concours et que j'aille dans autre chose. Mais là, je vois pas le lien avec ce que je fais. Et sauf que j'avais oublié une chose, je suis croyante. Voilà, je ne dirai rien sur ma confession. Mais voilà, je suis croyante et c'est vrai que à ce moment-là, j'avais oublié que j'avais fait une prière, peu de temps avant, où j'avais clairement demandé de pouvoir être orientée vers une profession dans laquelle je serais utile et épanouie. Et donc, quand cet ami est venu me parler, ça fait sens à mon oreille et ça a tapoté. Souviens-toi de ce que tu avais demandé, en fait. Et j'ai accepté. Je devais faire un remplacement de 3 semaines. J'ai remplacé la collègue pendant 1 an et demi. Et ça a été une révélation. Clairement. Une révélation. Parce que du coup, pour le coup, c'est totalement moi. Totalement. J'ai toujours aimé travailler avec les jeunes. J'aime l'ordre et la discipline. J'aime l'ordre et la discipline. Et en vrai, ce métier-là, ça regroupe tout ça. Donc c'est juste... ça a juste sonné comme une évidence, en fait, finalement. Donc voilà comment je me suis retrouvé là-dedans. Et l'avantage, du coup... donc j'ai travaillé en tant que contractuel. Et l'avantage, c'est que j'avais déjà le niveau d'études requis, quand même. Parce que du coup, pour qu'on puisse être embauché en tant que contractuel, il faut minimum la licence et idéalement le master. Donc voilà, j'avais le master. Donc ça n'a pas posé trop de questions lorsqu'il a fallu me recruter officiellement par le rectorat et rentrer dans la boucle et pouvoir être appelé et travailler dans les établissements demandés, quoi. Mais qu'est-ce que ces profs, ils avaient vu en toi pour pouvoir proposer ce poste-là te proposer, pardon. Te proposer, non, mais proposer ton nom, du moins. C'est ça, en fait. C'est vraiment ce qui m'a surprise, parce que je me suis dit, en fait, quelque part, ils ont vu quelque chose que moi-même, je n'avais pas vu. Et c'est là un sujet que j'ai souvent avec ma sœur, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on peut dégager, de ce qu'on peut apporter quand on fait les choses. Des fois, on pense simplement que, voilà, là, j'ai parlé à une personne. Mais en fait, on ne se rend pas compte de l'impact que peuvent avoir les mots sur la personne lorsqu'on parle avec elle, lorsqu'on échange avec elle. Et je pense que ces enseignants, en fait, ils ont vu comment je travaillais au quotidien avec les jeunes. Déjà, j'ai envie de dire, déjà, la première approche de devoir me solliciter, en sachant que j'étais parti. Parce que du coup, j'ai eu mon master, je me suis arrêté. J'ai eu mon master, donc mon contrat... j'avais même dû arrêter mon contrat avant. Étant donné que j'avais fait un master en droit privé, je devais faire un stage. Donc automatiquement, j'avais dû couper mon contrat de travail avec l'établissement au mois d'avril. Donc ça veut dire que je suis parti en fin d'année, donc d'avril à juillet, donc je n'étais pas là. Et ils ont quand même jugé bon de me recontacter au mois d'octobre. Donc ça veut déjà dire qu'il y avait quand même une certaine considération de ma personne et surtout de mon travail pour se dire que là, on a besoin de Stéphie. Donc déjà, juste là-dessus, c'est juste incroyable. Donc déjà, il y avait cet aspect-là. Et effectivement, je pense que j'ai une approche assez particulière avec les jeunes. Et ça, c'est sans aucune prétention, qui est différente. Je pense que chacun d'entre nous, on a notre truc. Et pour le coup, là, j'ai mon truc avec les jeunes. Et je pense que ça a été vu, ça a été perçu. Et donc voilà, et c'est ce qui a fait qui m'est interpellé et qui m'est sollicité par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'un CPE finalement ? Une sacrée évolution, parce que du coup, nos noms ont un peu changé. Conseil principal de l'éducation, responsable de vie scolaire également. On est également appelé comme ça, mais ça, c'est plus dans le privé. Mais il n'y avait pas aussi l'orientation à un moment donné aussi ? Il n'y avait pas une histoire de... Il y a toujours eu un conseiller d'orientation qui aujourd'hui est appelé psychologue de l'éducation nationale, qui fait de la psychologie et de la partie orientation. Mais c'est vrai que nous, on a plus été... c'est vraiment plus dans l'encadrement. Notre travail à nous, il est vraiment axé là-dessus. Et on travaille bien évidemment en collaboration avec les assistants d'éducation qui sont indispensables. Clairement, un CPE sans assistant d'éducation compétent, clairement, on ne peut pas travailler. On peut pas travailler correctement. Mais concrètement, notre travail au quotidien, c'est vrai que des fois, on est mal perçu parce qu'on est vu comme le gendarme de l'école.
Après, en vrai, ça me dérange pas plus que ça, parce que j'ai pensé à travailler dans la police à un moment donné. Donc, en vrai, on est resté un peu dans la dynamique. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on représente l'ordre dans l'établissement, mais on représente surtout, et ça c'est perçu et vu quand vraiment les élèves sont dans un besoin particulier, où on est cette figure-là d'écoute et de soutien. En fait, vraiment, la singularité en fait, du CPE, je dis souvent, on est cet organe pivot, en fait, vraiment dans l'établissement, où en fait, on est en contact avec absolument tout le monde. La direction, les enseignants, le personnel extérieur, les élèves et les parents. Ce qui fait que c'est quand même assez lourd, parce que du coup, il y a énormément d'interlocuteurs, et il faut pouvoir être suffisamment disponible pour tout le monde et assez ouvert d'esprit aussi. Parce qu'une information, par exemple, qu'un parent peut vous donner ou qu'un jeune peut vous donner, c'est pas forcément une vérité générale. Il faut savoir pouvoir, avoir toutes ces informations-là, se poser et trouver une vraie solution à proposer par rapport à tout ça. Et donc ça, c'est un des aspects qui ressort beaucoup dans le métier, au-delà de l'aspect vraiment gestion des absences, des retards, de la discipline quand ça se passe mal en classe. Moi, je pars du principe où je suis pas simplement là pour te dire t'as mal fait, corrige-toi. Non. C'est vraiment viens t'asseoir, explique-moi en fait pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que généralement, quand on prend le temps d'écouter ces jeunes, c'est 10 000 fois plus efficace que de poser une heure de colle. On t'a déjà dit merci pour ça? Tellement de fois. J'aurais pu venir avec les cadeaux qu'on m'offre au quotidien, ou les petits mots, aussi bien venant des élèves que des parents. Un des cadeaux qui m'avait énormément touché, c'était le dernier établissement public dans lequel j'ai travaillé. Il y avait une maman qui m'avait offert une boîte de chocolat qu'elle avait personnalisée. Et il y avait écrit Madame Nancy Lulu, la meilleure CPE. Et ça m'avait grave touché, parce que c'était une maman où un jeune que j'avais suivi. Effectivement, c'était un jeune qui posait un petit peu problème dans la classe. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un accompagnement spécifique. Et donc, pour me remercier, elle a posé cet acte-là. Après, il y a plein de jeunes qui viennent avec des petits présents, des petits mots. Madame Nancy Lulu, merci pour cette année, je vous oublierai jamais. Après, la particularité aussi, c'est que en travaillant en étant contractuel, généralement, je suis là pour une année. Donc forcément, quand le mois de juillet arrive, les larmes commencent, les petits mots sont là, et ce qui fait que voilà. Mais de manière générale, oui, il y a énormément de reconnaissance. Parce qu'en fait, effectivement, les CPE, c'était pas forcément bien vu. C'était, comme tu disais, l'image du gendarme. Quand tu as les mots, après les surveillants, c'est le CPE, et forcément, là, c'est compliqué. Parce que derrière, il y a l'image de « ouais, elle va appeler mes parents ». Exactement. Elle va m'allumer. C'est ça. Ça arrive quand je rentre dans une classe et que je... Excuse-moi, tu peux venir... J'ai fait quoi, madame? Je n'ai pas dit qu'il y avait un problème. Est-ce que tu veux simplement venir? Puis là, tous les autres... T'as fait quoi? Mais il n'a rien fait. J'ai juste une information à lui demander. Détendez-vous. Ouais, mais... Ah, ok, on a eu chaud pourtant. Et en fait, l'image colle tout de suite. Quand c'est le surveillant qui vient, tu te dis, bon, ça va, c'est un surveillant. Mais quand c'est la CPE qui vient, tu sens que c'est problématique. Et puis quand elle agite son fameux trousseau de clés, parce que du coup, c'est l'image qu'on a de nous, la fameuse CPE avec le trousseau de clés qui se balade. Et effectivement, c'est vrai, ce trousseau de clés est quand même assez conséquent. Et vu que moi, j'aime bien les porte-clés, il est encore plus lourd. Donc, on m'entend arriver de loin. Ah ouais, bah oui. Non, mais c'est vrai, c'est l'image que vous avez. Après, effectivement, ce qui manquait, en tout cas, à un moment donné, c'était cette approche un peu humaine. C'était rare de l'avoir, que la personne, elle prenne le temps de savoir pourquoi tu as fait ça. C'était vraiment, tu as fait ça, sanction. C'est une posture qui, par moment, m'a été reprochée. Au niveau de la direction ou au niveau de certains enseignants. Parce que du coup, il y a ce côté où on veut que tu sois dans la sanction et la répression, point. Moi, je pars du principe où je suis conseillère principale d'éducation. L'éducation ne passe pas que par de la sanction et de la répression. Donc, à partir de là, je ne peux pas appliquer qu'une sanction ou me dire, celui-là, il a posé tel acte, il y a une grille, telle chose doit lui être appliquée, telle chose... Non, parce que je me suis rendu compte, en fait, dans mon métier,
Après, l'avantage que j'ai eu, je pense que c'est le fait d'avoir été surveillante avant m'a donné une autre vision. Je pense que si j'avais passé le concours ou si j'étais arrivée directement en étant CPE sans être passée par cet échelon-là, peut-être que mon approche du métier aurait été différente. Mais c'est vrai que là, d'avoir été assistante d'éducation avant, donc avoir eu un rapport avec les jeunes différent, a fait que automatiquement ma manière d'exercer en tant que CPE ne sera pas la même. Et une chose qui m'avait vraiment interpellée, je me souviens à l'époque où j'étais collégienne, honnêtement, je me souviens pas plus que ça de mon CPE. Je me souviens juste qu'il me mettait 2 heures de retenue parce que j'étais tout le temps en retard. Bravo. Bravo. Mais effectivement, il y avait une surveillante qui était là. Je me souviens plus de son prénom, mais que j'aimais tellement. C'était à côté, c'était une prof de danse et elle était d'une bienveillance. Et je me suis toujours dit, si jamais demain je suis surveillante, je vais être exactement la même surveillante qu'elle. Appliquer cette même bienveillance en fait à l'égard des jeunes, qui est toujours productive en fait. Toujours. Les jeunes qui ont pu rencontrer des problèmes avec d'autres formateurs, avec d'autres enseignants, en fait, quand on les prend solo et qu'on leur fait comprendre que j'ai du temps à t'accorder, à toi, là, tout de suite, maintenant, c'est plus pareil. Ils ne se comportent absolument plus de la même façon. Plus jamais. Mais encore une fois, il faut pouvoir se dégager ce temps-là. Faut pouvoir s'organiser. Et c'est quelque chose que j'essaie toujours de faire. Pour moi, un jeune auquel on a collé la fameuse étiquette agité, perturbateur, pour moi, ça veut absolument rien dire, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Pour moi, c'est vraiment que la partie visible d'une problématique qui est bien plus profonde. Et généralement, quand on prend le temps pour ces jeunes-là, on se rend compte qu'en fait, il y a un problème sous-jacent qu'il faut régler. Et après ça, on se retrouve avec un jeune qui est en pleine possession de ses capacités et qui réussit, en fait. Et est-ce que t'as pas des fois l'impression que on se repose un peu trop sur toi? Non, j'ai pas ressenti cette impression-là. Après, c'est mon caractère aussi, qui veut que je suis toujours dans l'action. Donc, j'ai jamais ce sentiment de ces filles abusent de toi ou ils t'en demandent trop. Parce qu'en fait, je suis déjà dans l'action. Donc, non. T'as jamais ressenti de pression? Pression dans le sens où, comme je te disais tout à l'heure, ce côté où on attend de toi une certaine, je vais pas dire rigueur parce que c'est pas ça, mais une certaine intransigeance. Voilà, c'est bon, on y est. Je le répéterai plus. Oui, qu'on attend de toi ce mot-là. Voilà. Et c'est vrai que ça, du coup, des fois, c'est problématique parce que j'ai toujours dit que, quand j'ai vraiment pris pleinement possession de ce métier, je me suis toujours dit, Stéphie, en fait, il faut que tu sois juste. Et être juste, en fait, c'est qu'à un moment donné, même si une personne a commis une faute, la justice veut qu'en fait, t'entendes tous les éléments. Et qu'en fonction de tous les éléments que tu auras, tu seras en mesure ou pas de poser telle ou telle sanction. Et pas simplement dire, il a loupé une heure de cours, c'est une heure de colle. Après, bien évidemment, quand on connaît les jeunes qui sont, qui sont communs à ce genre de choses. Et oui, effectivement, eux, ils connaissent la sanction, ils connaissent la sentence. Et en même temps, j'ai envie de dire, quand on se rend compte que ces jeunes-là répètent exactement les mêmes choses et qu'il y a exactement les mêmes sanctions, on se dit, mais en fait, c'est plus du tout efficace, donc il faut qu'on adopte autre chose. Il y en a certains qui disent, oh, de toute façon, c'est bon, madame, je sais que j'aurai une heure de colle. Ah, c'est donc aussi simple que ça? Ok. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, non, donc le fameux action-réaction, tu fais quelque chose, je te punis, on voit bien qu'il est plus efficace. Parce qu'en fait, il est habitué il sait que quand il va faire ça, tu ne feras rien d'autre que me mettre une heure de retenue. En fait, non, on va pas faire une heure de retenue. Tu vas t'asseoir dans mon bureau et on va fonctionner autrement. Et l'heure de retenue peut-être banale que tu avais habituellement, où tu regardais peut-être le plafond pendant 1 heure, non, tu sais quoi? J'ai un très bon exercice d'histoire. Oh non, madame, vous abusez là. Ah si, tu vas le faire. Et je peux vous assurer qu'après, il reviendra plus.
Parce que là, on n'est plus dans l'heure de colle classique où il savait que, allez, il va peut-être discuter, il va passer 1 heure avec ses mêmes collaborateurs qui ont l'habitude de faire les mêmes bêtises. Non, là, il sait qu'il va faire 1 heure, il va faire un travail d'histoire géo. Bah non, il n'aura plus envie de revenir, en fait, finalement. Est-ce que des fois, justement, là, tu parlais des fois que les profs pensaient que tu n'étais pas forcément assez dur, intransigeante. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres reproches qui te sont faits? Non, moi, c'est principalement là-dessus. Après, j'ai toujours dit que dans ce métier, je serais moi. Je ne serais pas quelqu'un d'autre. Stéphie, c'est de la rigueur, mais c'est surtout énormément de bienveillance. Je sais être très dur, comme je sais être très gentil. Et la plupart des jeunes, souvent, me disent vous êtes gentil, en fait. Parce que du coup, c'est vrai que la première approche qui vient, c'est elle a l'air méchante, elle a l'air sévère. Et comme je leur dis, en fait, vous verrez mon côté dur à partir du moment où, effectivement, vous serez répréhensible. Mais après, en soi, s'il n'y a aucune problématique, vous ne faites pas de choses pour lesquelles vous méritez d'être puni ou sanctionné, pourquoi est-ce que vous voulez que je sois méchante ou que quand je vous croise, je serre le visage ou... Non, en fait, non. Encore une fois, c'est l'éducation, conseillère principale d'éducation. Donc ma manière d'éduquer, c'est d'être bienveillante. Et effectivement, quand on dépasse les limites, à ce moment-là, on pose une punition ou une sanction. Mais sinon, à part ça, pas de raison. Après, peut-être que l'approche que tu as, c'est par rapport effectivement à ta personnalité, peut-être les fonctions que tu as voulu faire. Parce que là, si on revient sur ton parcours, tu disais que tu voulais être avocate. Bon, on met ça de côté. Assistante sociale. Assistante sociale. Donc, tu as cette approche-là très humaine, mais aussi policier. Tu as la sanction, mais tu as aussi de l'humain. Donc, ce qui fait que les deux personnalités collent. Exactement, c'est ça. On est bon. Le match est parfait, pour le coup, ouais. Et quelles sont les compétences que tu dois avoir justement quand tu es CPE pour être efficace, pour toi, selon toi? Selon moi, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut de la bienveillance. Il faut être une personne très attentive. Pour moi, l'attention, c'est très important. Être à l'écoute et surtout savoir travailler avec tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un CPE peut pas être une personne en fait qui se dit je travaille simplement avec la vie scolaire. La vie scolaire, c'est les surveillants, du coup, les assistants d'éducation, les assistants pédagogiques s'il y en a, et le CPE. Ça, c'est juste pas possible. Parce que le travail qu'on a, on est obligé en fait d'être en interaction en fait avec tout le monde. Donc le fait de comment dire, de ne pas avoir d'affinité ou quoi que ce soit, parce que bon, après au fil des années, au fil du temps, on peut avoir des affinités avec des collègues, des choses comme ça. Le fait d'avoir affinité ou pas avec certains collègues ne doit pas nous empêcher en fait de travailler. Donc voilà, c'est vrai que je pense que l'aspect humain est important dans notre rapport avec les jeunes, mais il faut pas que notre personnalité ou prennent le dessus sur le bien-être ou la manière de travailler. Donc je pense qu'il y a énormément d'écoute, de bienveillance, de la rigueur. C'est indispensable. Parce que malgré tout ça, si jamais les jeunes ne voient que de la bienveillance en nous, effectivement, il y a une faille, ils vont s'engouffrer dedans. Et effectivement, là, on perd en crédibilité. Et un CPE qui n'est pas crédible, c'est plus possible. En vrai, ça va vite. Il y a plus de sens. Enfin voilà, il y a plus de sens au travail, donc il faut cette rigueur-là. Il faut quand même que les jeunes gardent en tête qu'on représente quand même cette figure d'autorité, tout en gardant en tête de se dire que certes c'est une autorité, elle est là pour sanctionner quand ça va pas, mais l'autorité est également là pour protéger. L'aspect de la police, on l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est des gens qui sont là pour arrêter les malfrats. Mais le malfrat a commis un acte répréhensible envers une personne qui était correcte. Donc, c'est-à-dire que la police est également là pour protéger. Et c'est important que cette vision-là reste auprès des jeunes, auprès des familles. Parce que les parents aussi, des fois, ils ont une vision biaisée de notre personne. Mais c'est important. Après, énormément de communication, savoir communiquer. Aussi bien avec les familles qu'avec les professeurs ou la direction. Après, la singularité du poste, c'est que nous, on est un peu plus proche de la direction, en vrai.
Voilà, on est un des conseillers, en fait, du principal ou du proviseur. Et c'est vrai que des fois, cette posture fait que, des fois, les enseignants peuvent ne pas avoir une totale confiance en nous. Parce qu'ils savent que on découle un petit peu de la direction. D'ailleurs, c'est une très bonne transition. Quels sont les rapports, déjà, dans un premier temps, puisque là, on a parlé tout à l'heure des élèves, les rapports avec les enseignants et les rapports avec les parents? Alors, avec les enseignants, après, la difficulté ou la particularité, c'est que moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis contractuel. Quand j'arrive sur un poste, voilà, le fonctionnement existe déjà. Soit des fois, je suis sur un remplacement d'une personne qui est peut-être partie en congé et qui va revenir. Soit effectivement, c'est une personne qui est déjà complètement partie et qui a eu personne qui a été affecté sur le poste. Donc voilà, il y a déjà un système de fonctionnement qui existe déjà. Et la difficulté, des fois, c'est de venir en fait avec ta touche à toi, qui des fois ne correspond absolument pas en fait à ce qui existait déjà. Donc c'est déjà arrivé que j'arrive dans certains établissements et en fait, tu te rends compte que c'est marche ou crève. C'est soit effectivement, bah, tu nous suis dans notre lancée et c'est comme ça que ça fonctionne dans l'école en fait et on ne demande pas ton avis. Soit bah, tu décides en fait de faire comme tu as envie de faire, mais Marginalisés. voilà. Mais en vrai, comme je dis souvent, moi je suis là pour les élèves. Je suis là pour les élèves. Après, que tu m'apprécies ou tu m'apprécies pas, on va travailler ensemble en fait. Ça changera rien. Donc s'il faut qu'on se croise et qu'on se pose pendant 1 heure pour parler d'un élève, on parlera pendant 1 heure de cet élève-là, clairement. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important de faire la part des choses parce que des fois, tu te retrouves en mode, il met 1 heure, lui. Mais c'est pour le jeune. Donc en fait, on va le poser ce date, on va le poser ce moment, on va prendre le temps d'échanger, on va prendre le temps de monter le dossier pour ce jeune et on le fera, même si en fait, humainement parlant, on partage pas les mêmes valeurs ou la même façon de voir le métier. Mais en fait, la finalité, c'est qu'on est là pour ce jeune. Donc voilà, après, de manière générale, ça se passe plutôt bien. Honnêtement, ça se passe plutôt bien. Aussi bien au niveau de la direction, j'ai pas rencontré de soucis où je suis arrivé dans une direction où ça passait pas. La plupart du temps, ça restait des personnels bienveillants, à l'écoute. Et comme je vous ai dit, en fait, pour moi, on est vraiment en système d'entonnoir. En fait, on a la direction, on a le CPE, on a les assistants d'éducation. En fait, on est tous codépendants. Donc, aussi, de la même manière où moi, je suis quelque part dépendante des assistants d'éducation, le personnel de direction est dépendant des CPE, des enseignants, parce qu'il y a des infos qu'il ne pourra pas avoir si elles ne viennent pas de nous. Et inversement, pareil pour nous en tant que CPE ou assistant. Enfin voilà, on ne peut pas travailler correctement si les informations ne sont pas transmises par les assistants d'éducation. Donc voilà, on travaille vraiment ensemble, en vrai. Donc c'est important d'avoir ce lien en fait d'équipe tout simplement et de se rappeler toujours que on est là en fait pour le bien-être des jeunes. Mais en fait, le professeur, il sollicite à partir du moment où il a un problème avec un élève. Toi, tu parles avec l'élève, tu comprends la source du problème, tu l'expliques au professeur. Généralement, en fait, il y a 2 types de professeurs. Il y a le professeur classique qui fait ses cours, et puis on a les professeurs qui sont les professeurs principaux. Et donc, avec le professeur principal, on travaille vraiment plus, on est vraiment en collaboration, parce que du coup, lui, il a en gestion la classe, de manière générale. Donc, ça veut dire qu'avec lui, je peux être amené à... Si par exemple, parce que lui, il va être beaucoup plus à l'écoute des jeunes, parce que du coup, c'est une tâche supplémentaire qui lui a été confiée. Et donc, par exemple, cet enseignant-là va venir me voir en me disant, bah, j'ai constaté que, bah, voilà, par exemple, tel élève, il y a peut-être telle difficulté, qu'est-ce que tu en penses? Et là, on regarde, effectivement, et là, par exemple, on pourrait mettre dans la boucle l'assistante sociale ou l'infirmière. Si jamais on se rend compte qu'effectivement, il y a une difficulté, est-ce qu'il y a peut-être des choses à mettre en place, une aide particulière à mettre en place? Est-ce qu'il faudrait qu'on contacte les parents? Des choses comme ça. Là, avec le professeur principal, la tâche, elle va être plus... comment dire? Plus approfondie et plus régulière.
Et bien évidemment, après, il y a les conseils de classe où on peut travailler de manière plus étroite. On peut faire des heures de vie de classe, justement, pour préparer le conseil de classe, voir les choses qu'on va aborder. T'assistes au conseil de classe, toi? Bien sûr. Ok. Oui, oui, oui. C'est indispensable. C'est indispensable. Et du coup, on a le professeur classique qui, lui, effectivement, va voir les classes 1 à 2 fois par semaine. Et effectivement, là, lui, généralement, nos rapports sont plus ponctuels. Parce que du coup, voilà, c'est effectivement, il va rencontrer une problématique avec un jeune. Souvent, ça passe par des rapports, bien évidemment, rapports d'exclusion, rapports d'incident. Et là, à ce moment-là, effectivement, il rédige le rapport, ce qui s'est passé exactement. On veut un rapport circoncis pour que je puisse, moi, par la suite, recevoir l'élève. Ça dépend des établissements. Dans certains établissements, sur le rapport d'exclusion d'incident, on demande la sanction demandée par le professeur. Pas toujours. Il y a ce petit onglet-là, de cette petite ligne-là qui est précisée. Et généralement, ce que je fais, c'est qu'effectivement, je reçois le rapport. Donc, soit c'est un rapport d'incident, donc ça veut dire qu'en fait, le jeune est resté dans la classe, il n'a pas été exclu de classe. Soit c'est un rapport d'exclusion, et là, effectivement, je reçois le jeune dans l'heure, accompagné du délégué de classe, généralement. Et donc là, je le reçois directement, je prends connaissance du rapport, j'écoute le jeune. Et ce que j'aime faire, c'est que généralement, je n'aime pas, pour ma part, je n'aime pas poser de sanctions tant que je n'ai pas pu échanger véritablement avec tout le monde. Ça, c'est sur les actes, on va dire, bénins. Après, il y a des choses qui sont vraiment grossières. Un jeune qui dit ta gueule à un prof, je vais pas parler 100 ans avec toi, en vrai. Voilà. Quelle que soit la motivation qui est derrière, je suis désolé, la sanction, tu vas la prendre. On va parler, hein. Je vais t'écouter. Mais dans ma tête, je sais déjà, toi, ta peine, elle est déjà là, en vrai. Après, quand c'est d'autres problématiques de refus de travailler, n'a pas sorti son cahier. Oui, des fois, on a des exclusions. On sourit, vraiment. Et donc, à ce moment-là, effectivement, je reçois le jeune, je lui demande ce qui s'est passé. Après coup, souvent, j'aime faire une table ronde. Avant que le jeune puisse réintégrer le prochain cours, j'aime qu'on puisse se revoir ensemble en fait avec le professeur pour qu'on puisse poser les choses et qu'il puisse présenter des excuses. Et l'objectif, c'est vraiment que pas de présenter des excuses juste pour retourner en classe, non. Qui en fait se déclic dans sa tête de se dire effectivement, là j'ai merdé. Monsieur ou madame, je vous présente mes excuses parce que voilà, j'aurais pas dû me comporter comme ça. L'objectif, il est là. Avant qu'il puisse regagner la classe, il faut que ce petit temps d'échange. Des fois, ça dure 2-3 minutes. Hein. Des fois, c'est pendant la récré, je demande au prof, je suis avec le jeune, tu peux... Et il rentre, ok, bon, petite table ronde. Oui, monsieur, c'est vrai que tout à l'heure, le comportement que j'ai eu, il n'était pas correct, je vous présente mes excuses et tout. Ok. Bon, je te vois la semaine prochaine, mais par contre, tu tiens un carreau. Oui, promis. Puis moi, je le regarde derrière. T'as intérêt, en fait. T'as intérêt. Ok, d'accord. Merci, madame. De rien. Et puis la semaine d'après, tu le revois plus. Bon, après, il y a des récalcitrants. On sait qu'on va le revoir. Après, il y en a, c'est, comme je te disais tout à l'heure, des fois, quand il y a des choses qui sont récurrentes, c'est qu'il y a un vrai souci de fond. Un jeune qui se fait toujours exclure de cours de maths, en vrai, quand on gratte souvent, c'est qu'il aime pas les maths. Et c'est pas juste non, il répond mal au prof. Non, il n'aime pas les maths. Donc là, on l'attrape, on dit bon, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, madame, je comprends rien. Je comprends rien parce que du coup, le prof, t'as du mal à comprendre ce qu'il dit ou tu comprends rien parce que vraiment, les maths et toi, c'est. Je comprends rien aux maths. Ok, mais pourquoi tu ne nous dis pas avant? Il y a des cours de soutien, il y a des assistants pédagogiques, il y a des associations à l'extérieur qui peuvent t'aider, en fait. Pourquoi tu parles pas? Et là, du coup, on enclenche le tout. On appelle les parents. On explique qu'effectivement, il y a une problématique. On prévient le professeur de mathématiques. On prévient le professeur principal. Et on essaie de mettre en place, si jamais... parce que souvent, dans les collèges ou les lycées, on travaille avec des associations extérieures qui peuvent accompagner les jeunes. Et dans ce cas-là, on prévient les parents. Vu qu'ils sont mineurs, il faut forcément l'autorisation des parents. On prévient les parents. On appelle l'association qui vient. On fait un partenariat parents, école et du coup l'association.
Et on montre quelque chose, et en fait, le jeune, après, par la suite, est accompagné. Mm, Mais c'est parti d'une exclusion de cours. Ouais. De quelque chose de négatif à la base. Mais au final, on se rend compte que, en fait, c'est un jeune qui avait un besoin, Exact. mais qui savait pas l'exprimer. D'où la nécessité, quand je dis, d'être attentif et d'être à l'écoute. Et de leur donner du Ah, temps. mais des fois, le truc, c'est que comment s'exprimer en fait quand on est jeune? Est-ce qu'on nous écoute? Est-ce que, tu vois? Bah, il y a ça, et puis il y a l'aspect aussi où, bah voilà, aujourd'hui, l'éducation, ils sont nombreux dans les classes aussi. Mm. Voilà, on peut pas que blâmer les enseignants et tout ça. Il y a un cadre qui est là. Enfin voilà, quand tu as 28 élèves devant toi, bah, c'est compliqué de faire attention à celui qui est complètement perdu derrière. Si de lui-même, il vient pas le dire, c'est également difficile pour eux. Hein. Faut le prendre en compte. Mais c'est vrai que voilà, l'avantage qu'on a, nous, CPE, c'est qu'on a ce recul-là. Et que généralement, nous, les élèves, on les voit one by one. On les voit pas on n'a pas les 28 d'un coup. Certes, on a la gestion généralement, parce que du coup, dans la plupart des établissements où j'ai travaillé, on était 2. C'est des établissements, les grands maximum, on a 700 élèves. Bon, à part quand j'étais en lycée, où là, on en avait beaucoup plus, mais du coup, on était beaucoup plus de CPE. Mais généralement, on a la gestion, entre 300 et 400 élèves. Voilà. Et sur les 300 et 400 élèves, allez, il y en a peut-être un quart où on doit vraiment être derrière. Parce qu'il y a des problèmes de discipline, parce qu'il y a des absences, Mais sinon, ouais, ça représente peut-être une centaine d'élèves où on sait qu'on doit apporter une attention particulière. Et les rapports avec les parents maintenant? Alors, comme j'ai dit, j'ai travaillé à l'Académie de Créteil. Donc, et j'ai travaillé principalement dans des établissements de Seine-Saint-Denis. Mhm. Et c'est vrai qu'il peut y avoir de la difficulté liée à un manque de connaissance du système par les parents. Comme je disais tout à l'heure, par rapport aux jeunes qui peut être en difficulté par rapport à un cours ou des choses comme ça, les parents vont pas forcément avoir connaissance du soutien qu'il peut avoir à l'extérieur, des choses qu'on peut mettre en place pour leur enfant. Et souvent, on se dit, les parents peuvent venir, bah vas-y, il est bête, moi il me fatigue, il est trop turbulent, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il faut être à l'écoute de ces parents-là et pas être dans le jugement. Parce que des fois, on peut rapidement, et ça, tu le sais, hein, on colle vite l'étiquette de vas-y, il est mal éduqué, lui. Ou ils font quoi, les parents? Les parents sont là. Mais il y en a qui sont dépassés, en fait. Soit qui sont dépassés parce qu'ils comprennent pas, parce que c'est notre génération, c'est notre culture que les parents ont et que les jeunes sont en train d'amener. Et du coup, ça ne matche pas et il y a cette incompréhension. Et des fois, on a des parents qui travaillent beaucoup et malheureusement qui ne sont pas présents. Et donc, certains jeunes en profitent derrière. Donc, il y a énormément de paramètres. Et donc, encore une fois, faut être à l'écoute. Faut être à l'écoute et comprendre en fait la problématique de chaque famille pour pouvoir apporter une solution derrière. Et ne vraiment pas être dans le jugement. Même si des fois, c'est tentant. Mais vraiment prendre du recul et de ne vraiment pas être dans le jugement. Et vraiment faire comprendre aux parents, en fait, on travaille ensemble. On travaille ensemble. S'il y a des informations qui sont peut-être personnelles, mais que vous savez qui sont nécessaires à ce qu'on puisse aider votre enfant, faut nous les communiquer, madame ou monsieur. Des fois, il y en a qui n'osent pas dire que, effectivement, je travaille toute la journée, je rentre à 23h. Donc, vérifier qu'il ait fait ses devoirs ou signer ses mots, en fait, je peux pas. Alors que, par exemple, le jeune, peut-être que voilà, il y avait un mot qu'il devait signer, il n'a pas fait signer, il a peut-être pris une heure de retenue. Et il va pas oser dire, non, maman n'est pas là, des choses comme ça, parce que voilà, c'est sa vie personnelle, il n'a pas forcément envie de l'exposer non plus. Mais sauf que derrière, il vient de prendre une punition pour rien. Donc il y a énormément de choses. Après, je sais pas si c'est parce que j'étais en Seine-Saint-Denis et que du coup, il y a des situations qui sont un peu particulières, mais on se rend vraiment compte qu'il y a énormément d'humains à mettre en place, parce que sinon, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Là, il y a un souvenir qui me revient. Il y avait un jeune qu'on avait... j'étais à la... J'allais dire le nom de l'école. Je travaillais dans un collège de Seine-Saint-Denis et
Et en fait, on avait un jeune qui était arrivé en cours d'année, qui est exclu. Déjà, qui venait déjà d'être exclu d'un établissement, d'un collège. Il arrivait en 5e chez nous. Et donc, ce jeune est arrivé très perturbateur. La première semaine, franchement, il est arrivé, on n'a rien entendu, cool. Deuxième semaine, oh, mais il répond au prof, ceci, cela, et tout. Bon, je le fais asseoir. Quel est ton objectif, jeune homme? Je comprends pas. Tu viens déjà de te faire exclure. Ça fait même pas une semaine que tu es chez nous. On entend déjà parler de toi, le projet. Qu'en est-il? Non, mais madame, c'est les profs aussi, là, ils comprennent pas. Non. Déjà, on redescend. Parle-moi calmement, explique-moi bien les choses et parle-moi bien. Pas de wesh, pas de les profs. Si c'est tel l'enseignant, tu me donnes le nom de l'enseignant, on en parle et tu me dis clairement ce qui se passe et on trouve la solution. Mais mets le cadre, s'il te plaît. Ok, madame. D'accord, donc je t'écoute. Et donc là, il commence à parler et tout ça. Et en fait, un jour, je suis obligée de convoquer les parents. Parce que là, il a dépassé les bornes. Et là, le papa, complètement dépité. J'en ai marre, j'en peux plus. Il me prend la tête, il suit jamais rien en cours. Insupportable, même à la maison. La dernière fois, c'est la police qui nous a appelés. Et puis, je regarde le jeune comme ça. Et on termine l'entretien avec les parents et tout. Et je le garde. Et je le regarde et je lui dis, t'as pas honte? Il me dit, mais madame, je dis non, là en fait, je t'ai pas donné la parole pour l'instant. Tu vas m'écouter. T'as pas honte? Ton papa, il fait quoi dans la vie? Ouais, il est vigie, je sais pas quoi. D'accord. Il vient d'où? Ouais, il vient du bled. D'accord. Tu sais tous les sacrifices qu'il fait pour que tu aies tout ce que tu as? Est-ce que tu te rends compte du prix en fait qu'il a payé pour que tu puisses avoir la vie que tu as là? Et je dis, mais en fait, tu ne te rends même pas compte de la chance que tu as et t'es en train de la bafouer comme ça en fait. Et là, il me regarde et il a plus rien à dire. Je dis non en fait. Tu fais ton malin devant les profs et tout ça. Pourquoi en fait? Ça t'apporte quoi? T'es à l'école pour apprendre quoi en fait? Pour faire le clown? T'es qu'en 5e? Tu connais encore rien? Si encore, allez, tu me dis, t'es peut-être allé en seconde, des choses comme ça, où t'as déjà un minimum de bagages, et tu me dis, bah, l'école, entre guillemets, ça m'intéresse pas, je veux être formé pour telle chose. Ok. Mais encore une fois, l'école est obligatoire jusqu'à un certain âge. Si on l'a posé, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on sait que jusqu'en 3e, jusqu'en début seconde, on sait que vous avez besoin encore d'être nourri, d'être instruit. Et toi, tu vas me dire qu'en 5e, genre, t'as plus besoin. Donc, tu vas redescendre sur Terre, d'accord? Et tu vas revoir, en fait, ta façon de te comporter en classe, déjà de 1. Et en même temps, en fait, quand j'ai regardé un petit peu comment il fonctionnait, je me suis rapproché de l'infirmière. Parce que pour moi, il y avait de l'hyperactivité. Parce que clairement, ce qui ressortait, c'est qu'il s'ennuyait en classe. Elle lui a fait passer un test, et en fait, on s'est rendu compte qu'il était HPI. D'où le fait qu'il ne suivait pas et qu'il dérangeait dans la classe, parce qu'en fait, il s'ennuyait. Et ça, les parents étaient passés complètement à côté. Ils ne l'avaient pas vu. Donc en fait, toute cette dissipation, c'est parce que simplement, il s'ennuyait en cours, parce que tout ça, pour lui, ça lui... En gros, c'était trop bas, en fait. Et donc, il s'ennuyait en classe. Et c'est un jeune homme que qui m'a retrouvé sur les réseaux il y a peut-être 2 ans. Et je reçois un message sur Facebook. Oui, je suis encore sur Facebook. Je reçois un message sur Facebook et il me dit bonjour madame, vous êtes bien madame Ensilul? Je dis oui. Et il me dit ça fait des années et tout, je vous cherche et tout. Ah bon et tout bah rappelle-moi qui t'es, parce que du coup, comme ça me revient pas. Il me dit ouais, j'étais tel élève et tout. Je fais oh, mais je suis contente et tout, comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens? Ah bah j'ai eu mon bac et tout. Là, je travaille dans tel truc et tout ça. Franchement, je voulais vous remercier. Parce que vous êtes la seule dans l'établissement à avoir cru en moi. Oh. Waouh. Je dis, mais... Et c'est la seule conversation qu'on a eue après. On ne s'est plus jamais reparlé. Il m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a remercié, et ça, c'était fini. Et je me dis, mais en fait, voilà, il y a peut-être juste un moment donné où tu as accordé une attention plus particulière. Parce qu'en vrai, ces jeunes-là demandent que ça. Parce ils sont à un âge où ils sont en train de se chercher, de se créer une identité. Et en fait, s'il n'y a pas des adultes
qui sont là pour les accompagner en fait dans cette quête, ils sont complètement perdus. Ils peuvent être happés par tout et n'importe quoi. Mais là, tu trouves pas aussi qu'on est dans une époque où justement cette recherche-là, cette attention, elle est exacerbée? C'est très compliqué. Je pense qu'à notre époque, c'était soft. Là, aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué pour eux. La société n'est plus aussi simple qu'elle l'était. Je pense qu'on leur demande beaucoup assez tôt. Quand on demande à un élève de troisième, pour moi, enfin après je pense qu'à notre époque déjà c'était un peu comme ça, mais pas aussi fort. Un élève de troisième, directement, qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Professionnel, technologique, général? Ça fait pas de sens en fait dans leur tête. Souvent des jeunes de troisième à qui on dit oui, et qui disent ouais, je vais aller en filière pro. En fait, à 15 ans, on te demande déjà, prépare-toi à te former au métier que tu feras pendant 50 ans. Est-ce qu'à 15 ans, on sait vraiment ce qu'on va faire pendant 50 ans? Même à 20, 25 ans, des fois, tu te cherches assez longtemps quand même. Même à 33. Mais mais du coup, voilà, c'est compliqué. Et c'est vrai que... Et c'est là qu'on se rend compte que tout le personnel encadrant, le personnel éducatif, les enseignants, la direction, tout ce personnel en fait qui est dans l'établissement, on a un rôle énorme en fait à jouer. Énorme d'accompagnement en fait de ces jeunes pour qu'ils puissent embrasser leur voix, quoi, en fait. Embrasser leur voix. Mais est-ce que t'as pas l'impression des fois de faire un dépassement de fonction? Souvent. Ça t'est reproché? Ouais, c'est le côté reste dans ton cadre. Et c'est vrai que des fois. Parce que là tu parlais du jeune, là c'est pas de la CPE pour moi, là c'est de l'assistante sociale, c'est psychologue même limite. Ou éducateur. Ouais, bon, dans l'éducateur, Ouais. il y a de la psychologie. Oui. Oui, des fois, je pense que cette casquette-là, il faut l'avoir. Après, encore une fois, il faut savoir se protéger. Parce qu'encore une fois, il y a des limites qu'il faut pas dépasser. Un peu comme l'anecdote que je t'avais racontée sur la jeune qui venait d'Afrique et dont la maman avait décidé que je serais la grande sœur de sa fille parce que je venais du même pays que la demoiselle. Voilà, il y a une certaine distance également qu'il faut poser pour se protéger soi. Et pour l'image en fait qu'on garde effectivement, parce qu'après c'est une faille qui s'ouvre et c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait Gad Elmaleh. Mais voilà, il y a certaines limites que je m'impose quand même. Je vais pas m'amuser à en dépasser certaines, parce que voilà, il y a quand même une certaine éthique et une distance qu'il faut garder. Et donc je fais quand même attention à ça. Et et des fois, quand je sens qu'effectivement ce n'est plus de ma compétence, comme je te disais par rapport aux jeunes que j'ai recadré moi, mais après on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose. On fait la passe à l'infirmière, qui elle a les compétences pour l'aspect médical que je n'ai pas. Mais le truc, c'est que si maintenant un jeune il fait confiance qu'à toi, il préfère se confier à toi, comment ça se passe? Alors déjà, moi d'office, je dis aux jeunes, si ce que tu vas me dire, comment dire, si cette information que tu es en train de me transmettre est trop grave, je serai dans l'obligation de la transmettre à qui de droit. Ça, par contre, je le dis d'office. Je fais pas les choses... C'était déjà arrivé? Oui. Oui. Il est après, le jeune, il a quand même voulu parler ou... C'était une demoiselle, elle a parlé quand même. Okay. Elle a quand même parlé. Et là, du coup, la passe D, on l'a fait à l'assistante sociale. Okay. Elle était un peu fâchée. Elle était un peu fâchée par la suite parce que du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie problématique. Et du coup, l'assistante sociale a lancé des vraies choses derrière. Et effectivement, la petite était un petit peu gênée au départ et tout. Après, encore une fois, il faut expliquer les choses. Parce qu'on est là pour les protéger. On fait partie de ce pôle-là qui est également là pour les protéger. Et bien leur rappeler qu'en fait, ce sont des élèves, ils ont des obligations, mais ils ont également des droits. Et justement, en ayant des fois toutes ces problématiques-là que tu rencontres tous les jours, tu arrives à faire la part des choses quand tu rentres chez toi? Tu arrives à... C'est la base.
ce qui se passe au collège, je reste au collège. Je garde que l'aspect. Toujours. Non, en vrai, avec les jeunes, c'est jamais quelque chose avec lequel je suis rentré à la maison. Les choses qui peuvent m'affecter moi personnellement, ça va être plus mon rapport avec les adultes, où voilà, il s'est passé tel événement, ou telle chose n'a pas fonctionné et que ça va m'énerver, ou ça va m'affecter. Et effectivement, là, je vais rentrer avec à la maison et je vais ruminer un peu. Voilà. Mais généralement, les situations des jeunes, ça s'est passé au collège, au lycée, je vais le retrouver demain. Genre, en fait, j'ai fermé mon cahier, il est posé. Quand je reviendrai demain, j'ouvrirai et on prendra la suite. Après, oui, les anecdotes, les choses marrantes et tout ça, ça je les garde. Ça m'accompagne et j'en rigole. Mais tout ce qui est plus poussé intellectuellement et émotionnellement parlant, on le garde pour mon 7h, 17h, quoi. Voilà. Et t'as une anecdote marrante à raconter? Oh, il y en a tellement, on va commencer par quoi? Ah, je sais pas. Bah, aujourd'hui, ça m'a fait rire parce que du coup, j'avais un rendez-vous administratif ce matin. Et donc, leur logiciel informatique ne fonctionnait pas. Donc, du coup, j'ai patienté 1 heure. Heureusement pour moi, j'avais mon bouquin. Donc, je me suis assise, j'attendais et tout ça. Et en fait, je remarque une dame qui me regarde du coin de l'œil. Je fais pas plus attention que ça, je continue à lire. Et à un moment, un des personnels de l'administration me demande de changer de place pour pouvoir être appelé par sa collègue par la suite. Et donc là, je change de place et je me retrouve à côté de cette dame qui me regardait. Et donc là, elle me regarde. Excusez-moi, vous appelez pas Stéphie? Oui. Par contre, elle me dit Jolo Curie. Tel prénom et tout. Je dis oh et tout. Ah, mais t'as grandi et tout. Et en fait, c'était une élève que j'ai eue quand j'étais surveillante. Donc entre 2009 et 2011. Wow. Donc c'est pour vous remettre le contexte, mais vous inquiétez pas, je suis jeune quand même. Mais effectivement, donc là aujourd'hui, elle a 28 ans, je crois qu'elle m'a dit. Et je la vois, mais quand je vous dis que cette demoiselle nous a fait mal à la tête. Et quand je l'ai vue, la première chose que je l'ai regardée, je fais t'as ton carnet ou pas? Elle a rigolé, elle fait non mais Stéphie, t'as pas changé et tout. Et je dis bah non et tout. Je dis oh, mais ça fait plaisir, qu'est-ce que tu deviens et tout. Et elle m'explique, elle me fait voilà, aujourd'hui je travaille et tout, je suis maman, j'ai 2 enfants et tout. Alors qu'honnêtement, au collège, le nombre de fois où j'ai pris son carnet, le nombre de fois où je l'ai collé, le nombre de fois où j'ai appelé ses parents. Mais malgré ça, en fait, c'est elle qui m'a reconnue. Elle m'a abordé. Elle m'a parlé, parce qu'elle aurait très bien pu... Vas-y, elle m'a collé et tout. Vas-y, je fais genre, je la connais même pas. Puis voilà, ça changeait rien à sa vie, en fait. Et en fait, on a discuté pendant une dizaine de minutes. Et elle est partie à son rendez-vous. Je suis parti de mon côté. Et c'est là, comme je disais au début de l'entrevue, les choses qu'on apporte et qu'on dégage, des fois, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Et moi, en fait, toutes les fois où j'ai eu en fait à revoir d'anciens jeunes, d'anciens élèves et tout, j'ai dit mais en fait je me rendais pas compte que je vous faisais autant de bien. Pourtant je crie, hein, parce qu'elle me dit hey, Stéphie tu criais trop. Je fais ça n'a pas changé. Je crie toujours. Mais malgré ça, malgré ce côté très dur d'apparence et le fait de crier, en fait les jeunes viennent toujours vers moi. Ils viennent quand même parce qu'il y a cet aspect, comme j'ai dit, hein, rigueur, autorité, mais derrière l'autorité, il y a la personne qui va prendre soin de toi. Et ça, les jeunes arrivent à le percevoir. Et donc, du coup, malgré le fait que madame, vous criez trop. Oui, je crie alors. Va dans ta classe. Oui, vous savez parler doucement. Va. Ils en jouent. Donc, du coup, des fois, il y a ce côté, comment dire, rigolo qui peut se mettre en place. Mais en même temps, il sait que si jamais il fait quelque chose qui va pas, c'est la même personne qui a rigolé avec lui il y a 2 minutes, en fait, qui va le coller ou qui va appeler ses parents. Et ça, ils le savent. Et c'est ça que j'aime et que pour moi, je dis que c'est juste, en fait. C'est quand il faut rigoler, on sait qu'on va rigoler. Quand il faut faire des choses et faire même des projets avec eux, hein, parce que y a cet aspect-là également avec ma profession, c'est que du coup, on a amené à faire des projets avec eux. Ils savent qu'ils peuvent se confier, mais ils savent qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Et à partir du moment où on sait ça, où on arrive à travailler comme ça, pour moi, j'ai tout gagné, en fait. C'est que j'ai leur confiance, mais j'ai leur respect, surtout. Donc, voilà. Mais du coup, ouais, ça m'a fait rire, en fait, d'avoir croisé cette fille aujourd'hui, en sachant que j'avais l'entrevue avec toi.
aujourd'hui, ça m'a fait rire parce que du coup, elle m'a dit ah, mais Stéphie, tu criais trop. Ça n'a pas changé. Mais voilà, c'est une approche et c'est vraiment beau à voir. Surtout de voir ceux qu'on avait qualifiés comme d'élèves difficiles, perturbateurs. On ne sait pas si elle va réussir. Et au final, elle a très bien réussi. Elle a très bien réussi. Ça a pas, voilà, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, ça a peut-être été un peu compliqué et qu'elle avait besoin de s'exprimer de cette manière-là. Mais ça ne l'a pas empêché aujourd'hui d'être la maman et un cadre ou responsable dans je ne sais pas quelle boîte, et ça se passe très bien. Pourtant, si, comme je dis, si elle sortait son carnet de correspondance d'il y a 10 ans, je suis pas sûr que son CV allait être pris, quoi. Mais voilà, on évolue tous, on a tous notre marge de progression Bien sûr. et elle a progressé, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et justement, pour en revenir à cette problématique de la nouvelle génération, on est confronté à... Parce que ce qui est dit, c'est que depuis le Covid, Mhm. tu as beaucoup de jeunes qui ont des problématiques au niveau de la santé mentale, qui est devenue une grande cause nationale. Mhm. Est-ce que vous aussi, vous êtes confronté à ça, vous le voyez, ce changement? Énormément. 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 Après, les jeunes ne sont pas forcément ouverts d'eux-mêmes de venir demander ou de solliciter notre aide sur cet aspect-là. Des fois, il faut prendre les devants. Bah là, par exemple, l'établissement où je travaille actuellement, qui est un centre de formation d'apprentis, un CFA, a mis en place je ne veux pas dire une cellule, mais du coup, ils sont en partenariat en fait, avec une psychologue à l'extérieur qui vient une fois par semaine. Et en fait, les jeunes s'inscrivent et ils vont la voir quand ils ont besoin. Et c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc comme quoi, oui, effectivement, le besoin est là. On s'en rend compte et on essaye à notre niveau à nous de pouvoir mettre des choses en place. Mais encore une fois, c'est de l'ordre du volontariat. Un jeune qui ne veut pas être accompagné, on ne peut pas le forcer. Et la difficulté, elle est vraiment là. Lui faire comprendre que tu as besoin d'aide. Ce n'est pas une faiblesse. Parce que souvent, c'est perçu comme ça. Ouais, mais un jeune à qui on a peut-être toujours appris à être fort, un jeune à qui on a toujours dit que bah, quand tu vas voir un psychologue ou un psychiatre, c'est que t'es fou. Et donc, il y a cette image-là qui reste en tête et qui se dit, quand on parle à ce jeune et qu'on lui dit, bah voilà, il y a la psychologue qui est là si t'as besoin. Mais madame, je suis pas fou. Je n'ai pas dit que tu étais fou. J'ai simplement dit que tu as des choses que tu portes dont tu as besoin de te décharger. Et moi, je suis pas en mesure. Je t'écoute, hein, là, mais en fait, c'est pas mon métier, de un. Et de deux, malheureusement, il y a d'autres jeunes également qui ont besoin de moi. Donc là, effectivement, le temps que je t'accorde là, ça veut pas dire que demain, je pourrais te l'accorder également. Donc la problématique, elle est vraiment sur la vision et la perception qu'on a des personnes qui accompagnent dans cette problématique. Je pense que tant que les jeunes continueront à se dire que pour aller voir un psy, ça veut dire qu'on est faible ou qu'on est fou, ça sera compliqué. Vous faites de la prévention par rapport à ça aussi? Bah, la psychologue, et là je parle vraiment de là où je suis actuellement, on a fait une campagne de prévention en disant que voilà, qu'elle serait là. Et certains ne passent pas directement par la psychologue, viennent me voir, moi, des fois. Ou encore une fois, le fameux professeur principal qui peut venir vers moi en me disant bah, Stéphie, j'ai remarqué, tel jeune, j'ai l'impression que. Bah, du coup, moi, après, je reçois le jeune ou la jeune en question et je lui propose justement cette aide-là, qu'elle accepte ou non. Et encore une fois, le but dans l'établissement, parce que du coup, c'est une aide ponctuelle, hein. Le but, c'est de pouvoir faire le lien par la suite pour que le jeune soit accompagné à l'extérieur. Parce que du coup, effectivement, nous, on est là ponctuellement, on pourra le recevoir 1 heure ou 2, mais ça ne pourra pas être un suivi. Et du coup, effectivement, là, le but, c'est de le mettre en relation du coup, avec des partenaires extérieurs qui, eux, pourront l'accompagner. Et quand on est en collège et en lycée, il y a énormément d'associations qui accompagnent sur ce genre de choses, les CMPP, les choses comme ça, qui accompagnent. Et des fois, derrière, on se rend compte que c'est pas forcément que le jeune qui a besoin d'être accompagné. Et là, par contre, ça devient peut-être un peu plus difficile, parce que du coup, là, on a les parents, les adultes, et le rapport n'est pas forcément le même. Et vous faites des fois de la prévention aussi par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, tout ça?
C'est arrivé dans les collèges et les lycées, plus principalement, surtout dans les collèges. Et on commence dès la 6e et la 5e, où effectivement, on se met en collaboration avec des associations extérieures qui viennent pour parler de ça. Souvent, c'est des projets qu'on monte avec les professeurs principaux de 6e et de 5e. C'est souvent sur les petites classes où on commence tout de suite. Quand on a de la chance, on peut avoir un personnel de la police qui peut venir, parce que du coup, il y a de plus en plus en fait d'anciens policiers qui offrent ce genre de prévention, qui viennent. Dans un établissement où j'étais sur Drancy, c'est un ancien commissaire de police qui, du coup, venait tous les ans. Et il faisait, du coup, cette formation. Et là, c'était pour les parents et pour les jeunes. Donc, c'était un soir. On fermait l'établissement. C'était de 17h à 19h, à peu près, 2 heures. Où, en fait, voilà, il échangeait avec les parents. Parce que, du coup, la prévention sur cet âge-là, j'ai envie de dire, c'est surtout les parents. Le cadre à donner aux parents. Après, sur les jeunes, c'est vraiment un rappel. Faites attention, ceci, cela. Parce que je me suis retrouvé une fois, c'était des jeunes de 6e qui discutaient avec des jeunes sur Snap qui leur demandaient des nudes. Et elles ne savaient même pas ce que ça voulait dire à la base. Ouais. Et donc voilà, c'est vraiment... Il y a un travail qu'il faut faire, c'est impératif. Et c'est pour ça que du coup, il y a de plus en plus... On prend vraiment le temps pour ça, quitte à revoir l'emploi du temps, hein, clairement. Bon, ça, c'est le travail du principal adjoint ou du proviseur adjoint qui, du coup, doit revoir tout ça. Mais c'est indispensable. Avec la génération qu'on a, si on ne travaille pas sur cette prévention-là, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Ça m'a fait penser à une problématique qui est importante, c'est la problématique du harcèlement. Parlons-en. Ça y est, comme ça ? Ok. Non, mais comment tu gères ça? Parce que forcément, tu y es confronté. Et je sais pas, est-ce que je pourrais dire de plus en plus, ou aujourd'hui, on en parle un peu plus? Je pense qu'on en parle plus, en vrai. Parce qu'en vrai, même à notre époque, il y avait du harcèlement. Sauf qu'on ne mettait pas le mot. Ouais. On mettait pas le mot. Après, là, il y a le cyberharcèlement aussi. Voilà, aussi. Donc là, c'est encore plus compliqué. Mais je pense qu'à notre époque, le harcèlement était déjà là. Sauf qu'on n'avait pas... On disait pas les choses, ou on pensait que... bah non, en fait, ils rigolent. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a... Voilà, on a donné l'espace où, effectivement, les gens peuvent s'exprimer. Et ce que nous, avant, on taisait et qu'on pensait être simplement... Non, c'est une brimade, c'est rien, ils rigolent. Non, aujourd'hui, en fait, on rigole plus. Mais parce qu'aujourd'hui, on a l'espace, effectivement, où on se permet de se dire ce genre de choses. Mais effectivement, aujourd'hui, après le harcèlement, je suis un peu mitigé parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on l'utilise dans tous les sens. C'est-à-dire? Qui dit harcèlement dit répétition. Sur les actes posés et sur la durée. Des fois, on a des jeunes qui viennent Madame, il m'a harcelé. Ok, qu'est-ce qu'il t'a fait? Bah, aujourd'hui, il m'a pris tel truc. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qu'il fait régulièrement? Bah non, il a fait qu'aujourd'hui. Il ne t'a pas harcelé. Après, c'est l'image qui est propagée au niveau des médias, voilà. etc. Donc, tu vois. d'où le côté où il faut vraiment prendre le temps, on écoute. Parce que si on s'arrête que à l'aspect « Madame, je me sens harcelé » ou « il m'a harcelé » ou « elle m'a harcelé » et qu'en fait, on va pas jusqu'au bout en fait, du récit de la personne, on va se retrouver à sanctionner quelqu'un, à gronder quelqu'un qui n'était pas en fait dans le harcèlement. De toute façon, généralement, les gens qui sont harcelés, ils n'en parlent pas. Ça dépend. Ils n'en parlent pas, mais en fait, souvent, dans leurs actes, on le voit. C'est-à-dire? Ça peut être un jeune qui va commencer peut-être l'année où on va voir une certaine façon d'être. Et en fait, au fil du temps, on se rend compte qu'il y a un truc qui a changé. La personne n'est plus pareille. J'ai une élève de 5e avec qui je parle toujours aujourd'hui. Je suis resté en contact avec la maman avec qui j'échange et qui me donne du coup l'évolution de sa fille, parce que ça a été quand même assez grave pour cette demoiselle, parce qu'au final, elle s'est quand même faite frapper. Parce que le harcèlement a été vraiment très, 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 très loin. Et là, c'était la maman qui était venue nous en parler. Et c'était les enseignants au début qui constataient qu'effectivement, il y avait des petites choses qui se passaient dans la classe qui n'étaient pas très claires.
Donc moi, au début, je m'entretiens donc avec le professeur principal. Qu'est-ce que tu as constaté exactement? Ouais, je trouve quand même bizarre. Je trouve que les autres jeunes font des petites blagues, mais j'ai pas l'impression que ça la fasse rire, en fait. D'accord. T'as l'impression que c'est régulier et tout? Quand même. Ok. Bon, on va recevoir la jeune. Bon, bah, mademoiselle. Ah non, madame, moi, il y a rien, hein, ça va très bien et tout. T'es sûr? Ah oui, oui, ça va. Et puis on voit l'attitude de la personne quand elle répond. Et on se rend compte qu'en fait, ça va peut-être pas si bien que ça. Mm. Et là, ben, on prend le relais. Et là, en l'occurrence, pour cette demoiselle, j'ai pu avoir la maman qui était disponible. Et la maman est venue. Et en fait, c'est la maman qui nous a tout dit. Que oui, effectivement, ça se passait pas bien, qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela. Et effectivement, oui, la jeune d'elle-même ne nous en avait pas parlé directement. Et quand les choses se passent comme ça, honnêtement, moi, ça me touche. Parce que je me dis qu'à un moment donné, elle n'a pas eu assez confiance en nous pour nous en parler, alors qu'en fait, elle est quand même présente avec nous une bonne partie de sa journée, voire plus. Elle passe plus de temps avec nous dans la semaine qu'avec ses parents. Et donc, quelque part, elle n'a pas été suffisamment sécure pour nous dire madame ou monsieur, ça va pas. Quand ce genre de choses arrive, moi, ça me dérange un petit peu. Parce que je me dis, ah, il y a peut-être un Parce petit qu'elle a truc. peut-être peur des conséquences et peut-être peur d'en parler, en fait. Peut-être passer pour une balance. C'est surtout cet aspect-là. Et le côté représailles derrière. Voilà. C'est surtout ça. C'est l'aspect représailles derrière qui fait. Parce qu'elle n'est pas assez sécurisée pour parler, en fait. Elle se dit, OK, je peux parler. Dans l'école, ça va, je suis protégé. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Bah pour le coup, cette demoiselle, la suite s'est passée dehors. Et ça a été très grave. Ça a été très grave et ça a pris des ampleurs que je n'aurais même pas imaginé. Mais vraiment même pas. Parce que du coup, les personnes qui ont été derrière ces brimades qu'elle a reçues, honnêtement, comme on dit, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Mm, mm, mm. Alors que c'est elle qui était derrière tout ça et qui avait orchestré, mais vraiment orchestré. Hein. Quelque chose de machiavélique, mais clairement, quoi. Et on se dit, mais. Et c'est là qu'on se dit qu'en fait, le travail, il faut le commencer très tôt. Parce que je parle de jeunes qui étaient en 5e. Donc, 11-12 ans. Ouais. Après, le collège, c'est généralement là où c'est vraiment peut-être la période la plus violente, en vérité. C'est compliqué et ça commence de plus en plus tôt. Parce que je me souviens, j'étais membre d'une association et en fait, on proposait de pouvoir accompagner certains jeunes. Donc, on s'était rapproché de certains principaux d'établissements. Et en fait, on avait échangé avec une des principales qui nous avait dit honnêtement, moi, je vous conseille de commencer même de la prévention dès le CM1. CM1, ils ont 9 ans. Mm. CM1. Ah, aujourd'hui, ça va tellement vite avec. Je pense que c'est bien. Parce que ça va trop vite aujourd'hui. On le voit hein, quand on entend certains petits, comment ils parlent et tout ça. Ça va trop vite aujourd'hui. Donc, tu es obligé de prendre les devants. Exactement. C'est ce qu'on voit aussi par rapport aux RICS. Ouais, faut en parler tout, en fait. Il faut de l'accompagnement, en vrai, pour tous. Parce qu'autant, nous, on est là dans le cadre scolaire, on accompagne les jeunes, mais c'est surtout faire entendre également aux parents qu'il y a des gens à l'extérieur qui peuvent vous accompagner. Mm. Là où vous rencontrez des difficultés, n'ayez pas honte. Il y a des structures qui sont là pour vous aider, il y a des associations qui existent, il y a des éducateurs. Le métier des éducateurs, c'est également ça. Demandez de l'aide. Parce que votre enfant a besoin d'être accompagné, mais vous avez également besoin de l'être. Et c'est pas une honte, en fait. Et mis à part ce cas de cette jeune-là, tu as déjà eu un sentiment d'échec? Et attends. Non, c'était que rose. Non, je rigole. Oui, j'ai eu... en fait, cette année. En vrai de vrai, le sentiment d'échec, je l'ai vraiment ressenti durant cette année scolaire-ci. Où, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais donc dans le public. Et là, cette année, je suis dans le privé, donc en centre de formation. Et en fait, la vision du métier est un petit peu différente. Donc là, j'ai des jeunes qui sont des apprentis et qui sont du coup en alternance. Donc il y a l'aspect où, effectivement, si tu n'as pas d'entreprise, ciao Pantin. Donc ça picote un peu quand on voit voilà, que des élèves sont quand même là depuis 2-3 mois,
qui sont en cours, qui sont assidus, qui se donnent et tout. Mm. Et en fait, ils n'ont pas d'entreprise, on peut pas te garder. Donc voilà, il y a ce côté-là qui pique un petit peu. Mais surtout, j'ai eu un jeune cette année qui... Non, j'en ai eu deux. Un qui, pareil, du coup, qui n'avait pas trouvé d'entreprise, mais qui était... Ça m'avait beaucoup peiné parce que de base, c'était pas quelqu'un de scolaire. Après, la particularité des centres de formation, c'est qu'on peut avoir des élèves de tout âge. Hein. Donc là, j'ai vraiment des élèves qui vont de 14 à... Je crois que le plus âgé avait 33 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, un jeune qui était en reprise d'études, 24 ou 25 ans, je crois, mais qui était absolument pas scolaire. Mais vraiment, pour avoir échangé avec lui, il m'a dit, mais vraiment, moi, si vous vous rendez compte de ma scolarité, chaotique, madame. Donc là, vraiment, je me fais violence pour être là. En sachant qu'il faisait une formation d'1 an. C'était une spécialisation. Donc assidu en cours, il venait et tout ça. Et lui, le rapport à l'autorité, -10. Donc clairement, quand il avait un formateur en face de lui, si le formateur, en fait, concrètement, ce qu'il lui dit, il ne le comprend pas ou ça passe pas, il lui répond, mais il parle sans manquer de respect. Hein. Mais vraiment, on parle entre adultes, en fait. Et donc, quand on échange avec lui, en lui disant, en fait, non, c'est ton formateur. Ouais, mais madame, on est des adultes. Oui, mais t'es un élève, ici. Ouais, mais madame, non. Bah si, en fait. Là, tu reviens avec cette casquette-là, certes, un apprenti, mais t'es là pour apprendre. Donc, en fait, cette personne-là, elle est là pour t'apprendre. Donc, il y a une certaine posture que tu dois quand même garder. Et on sentait qu'en fait, ça restait là. Parce que du coup, ce rapport-là à l'autorité, il n'en voulait pas. Sauf qu'en fait, comment on fait ? C'est pas possible. Et donc, du coup, il y a eu un clash, 2 clashs. 3e clash, j'ai dit, mais en fait, là, je peux plus t'aider. Je suis désolé. Je veux bien. Hein. Moi, j'ai compris ta problématique, j'entends. Mais sauf qu'en fait, tu t'es quand même inscrit pour cette formation. On t'a pas menti. Donc, à un moment donné, si la posture, tu l'as pas, on peut pas. Et c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup de peine parce que on sentait qu'il était passionné. Parce que du coup, il se formait pour la cuisine. On sentait qu'il était passionné. Mais ce rapport-là avec l'autorité, vu qu'il ne l'a jamais eu, et qu'en plus de ça, il avait arrêté l'école à 16 ans, donc il est revenu 9 ans plus tard. Voilà, merci monsieur, nanana, il était plus dedans. Il était plus dedans du tout. Et donc lui, il a dû arrêter. Et celui qui m'a vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment peiné, c'est un jeune. Difficulté, bon, il est arrivé chez nous. Vraiment, c'est le jeune, quand tu le vois, si t'es pas sûr de toi, t'as peur de lui. Vraiment, physiquement, il en impose, bien barbe, voilà. Mais jeune, hein, 18 ans, et effectivement, comme je dis, si t'es pas sereine, voilà. Et donc, il est arrivé en cours d'année, c'était un peu compliqué. Voilà, il parlait un peu mal au prof, il y a eu des exclusions. Bon, je reçois 1 fois, 2 fois. Bon, à un moment donné, faut vous calmer, monsieur. Oui, mais madame aussi, elle, non. J'entends. Mais juste, oui. Garde ce que tu dis. Mais tu dis des élèves de 14 à 33 ans. Ils se font exclure. Il n'y a pas d'histoire de mots dans le carnet. Si ? Non, mais non, ils n'ont pas de carnet. Eux, ils ont des cartes. Mais du coup, moi, je reçois un mail. Ça vaut rapport d'exclusion. Mais quelqu'un de 33 ans, tu l'exclus, mais... Bon, après, ceux de 33 ans, généralement, on les exclut pas. Ils savent pourquoi ils sont là. Eux, non. En vrai, ceux qui restent quand même assez gamins, entre guillemets, ceux pour lesquels j'ai vraiment des problèmes de discipline. La discipline à gérer, c'est vraiment les 15, 19, 20. 20 jusqu'à... Ouais. Ah ouais, okay. Ouais, si, jusqu'à 20, il y en a quand même tête brûlée. Encore un peu. Okay. Encore un peu. Désolé de t'avoir coupé. Non, après, c'est rien de fou. Hein. Mais après, un truc tout bête, on a un règlement intérieur. Ouais. D'accord ? Et le règlement intérieur dit qu'au bout de 3 retards, t'as 1 heure de colle. Donc que t'aies 14 ans ou que t'aies 33 ans, je vois 3 retards, je te colle. Après, voilà, la difficulté vraiment que j'ai cette année, c'est vraiment... Donc le gars, il va dire, ouais, j'ai été collé aujourd'hui. Ah, mais et ce qui est dur, c'est qu'en fait, il faut lui faire comprendre, en fait, parce qu'il a 33 ans. Ou il a 25, ou il me dit, j'en ai eu un qui me regarde, il me fait, madame, genre là, vous allez me coller. Oui. Non, mais vous rigolez.
Je dis non, je suis sérieuse. Mais madame, c'est bon. Attendez, j'ai 26 ans, vous n'allez pas me coller. Je fais ouais, vous avez 26 ans, mais vous avez 3 retards. Ah ouais. Même justifié. Non, les justifiés, voilà, c'est justifié. Ok. Mais c'est vraiment les injustifiés. Et Non, puis lui, il était tout le temps en retard, en fait. En fait, lui, je l'ai même pas collé au bout du 3e. C'était le 6e. Je l'ai regardé, je fais oh. Et il négociait. Et son prof principal est passé par là. Il a regardé, il fait Emmanuel. Et quand ils sont collés, ils font quoi? Du travail. On a soit des trucs assez classiques, et ça, bon, ça, je le réserve plutôt aux plus petits. Vraiment, où genre, c'est des définitions, par exemple, des élèves qui sont souvent en retard. Quelle est la définition du retard? Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Des choses comme ça. Après, quand c'est des plus grands comme ça, généralement, je m'arrange avec d'autres formateurs pour qu'ils me donnent du travail en lien avec leur formation. Pour que ça soit moins douloureux. Parce qu'effectivement, après, il y en a pour lesquels ça passe pas. Mais par exemple, ce jeune-là, s'il n'y avait pas, honnêtement, le professeur principal qui était passé par derrière pour lui dire Emmanuel, t'abuses un peu. Hein. Mais après, il a fait cette première heure de colle en bégayant, vraiment en bougonnant. Après, j'ai dû le recoller parce qu'il a été encore en retard 3 fois après. Il a fait sa deuxième heure de colle tranquille. Il est vraiment venu. Madame, c'est demain, hein, Michael. Oui, oui, c'est demain. Ok, bah, je serai là. Je finis à 16h, du coup, je serai là de 16 à 17. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et puis, c'est fait. Mais c'est vrai que c'est. Autant quand j'étais en collège, en lycée, ça passe, parce que du coup, on est dans ce côté encore un peu vraiment scolaire. Mais là, on se dit, ils ont des apprentis, et puis ils nous disent c'est bon, madame, j'ai du retard, au pire, vous prenez mon employeur, il enlève de ma veille. Ça cherche la négo comme ça, en fait. Non, t'as pas été en retard au travail, c'est au lycée que t'as été en retard. Je vais te coller ici. Mais justement, reprends ce qui t'avait. Parce que désolé, c'est un truc qui Non, m'intriguait. du coup, est-ce que je vais revenir dessus? Vas-y, rafraîchis-moi la mémoire, s'il te plaît. Tu me parlais de la deuxième anecdote, la personne qui t'a Oui. vraiment. Du coup, voilà. Donc, ce jeune est arrivé un peu agité, dans sa posture vraiment que je connais trop bien, en fait. Voilà, j'ai été dans le 93 pendant 10 ans. En vrai, la posture que tu es en train d'adopter, je la connais. C'est peut-être eux qui te découvrent, mais moi, il n'y a aucune nouveauté dans la manière dont tu es en train de te comporter. Donc, je le reçois une fois, 2 fois. Et à un moment donné, il sèche les cours. On le voit plus. Ok, il avait 18 ans. Donc, du coup, à ce moment-là, bah, on n'est pas censé prévenir les parents. Bon, en vrai, tu as 18-20 ans, j'appelle tes parents. J'ai le numéro, j'appelle. Et donc, j'appelle, et là, je tombe sur la mère. Et là, en fait, j'apprends qu'à la maison, c'est compliqué. Et qu'en fait, ce jeune est chez nous un petit peu par obligation. Ça ne justifie pas, mais ça permet de comprendre. Et à partir de là, j'ai une autre approche avec lui. Donc, je l'ai reçu, je fais bon, j'ai compris que... Non, mais c'est bon, madame... Et le côté où, comme je disais un petit peu tout à l'heure avec le suivi psy, de se dire, je suis pas un faible, en fait. Donc, en fait, vraiment, la manière dont il m'a présenté les choses, c'est, non, madame, n'abordez pas ce plan-là, en fait, parce que je vais très bien. Non, tu vas pas bien. Arrête de mentir. Malgré ton 1m90, tes 100 kilos, là, tu vas pas bien. Et moi, ça m'effraie pas, en fait. Donc, tu vas t'asseoir et on va discuter. Non, mais madame, c'est bon, hein. On va discuter. Qu'est-ce qui explique ça? Et là, en fait, il m'explique que, voilà, en fait, aujourd'hui, je suis là parce que je dois passer par là pour avoir ça. Ok, d'accord. Bon, j'entends. Mais maintenant, qu'est-ce que tu es en mesure de mettre en place concrètement pour que ça se passe bien? Parce que là, vraiment, tes attitudes de sauvage, là... Ouais, parce que pour rappeler, tu dis qu'en gros, t'as pas confiance en toi, il fait peur, il s'embrouille avec des profs, etc. C'est ce que tu disais Voilà, avant. c'est vraiment une carrure, mais vraiment, une carrure imposante. Vraiment, il fait... Et tu breaks, en vrai. Et qu'est-ce que tu comptes mettre en place? Sauf que entre-temps, il s'était fait détester par tout le monde. Concrètement. Après, on connaît, hein, bouche à oreille. Ouais. Voilà. Donc, son nom était déjà bien gâté. Fiché. Bien fiché. Et malheureusement, quand t'arrives comme ça, bah, toi, t'as eu des rapports, on t'a parlé du jeune et tout. Bah, on attend à ce que tu le sanctionnes, en fait. Sauf que toi, t'as des éléments aussi. Il faut être juste. Sauf que des fois, toi, tu ramènes les éléments pour apporter cette justice, mais qu'on te dit, on s'en fiche.
il nous dérange. Ouais, mais moi, je suis dans l'éducation. C'est mon travail aussi de mettre en place cet aspect-là. Après, vous êtes dans l'aspect enseignement aussi, donc un jeune qui dérange dans la classe dérange le reste de la classe. Et je peux comprendre aussi que vous le mettiez dehors. Donc, le fameux, on se retrouve le cul entre des chaises, comme on dit, où bah, tu comprends également les professeurs et les formateurs parce qu'ils dérangent la classe et qu'il n'est pas tout seul. Et tu comprends également la problématique derrière, où tu te dis, mais en fait, c'est un jeune qui veut réussir, mais qui porte un poids quand même assez lourd sur lui, qui fait que voilà, quand il arrive là, bah, il a du mal. Et malheureusement, j'ai pas gagné pour lui, parce que ça s'est fini en conseil de discipline. Il a été exclu. Et quand il est venu en conseil, j'avais le cœur lourd. Mais vraiment lourd. Parce que du coup, j'avais mis des choses en place pour lui. Sauf qu'en fait, il n'y a pas eu de rédemption pour lui. On ne lui a pas accordé. Et ça m'a fait très mal. Ça m'a vraiment fait très mal et je me suis dit, mais là, en fait, voilà, c'est une des fois en fait, où je suis rentré chez moi. Mince, quoi. Mais vraiment, vraiment. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur et tout. Et bah après, voilà, il est sorti de ce conseil. Il m'a quand même remercié. En disant merci et tout, madame. Bah, à l'occasion, vous passez au resto, c'est moi qui vous invite. Parce que du coup, il travaille dans un restaurant, vu que c'est le truc et tout. Je sais, bah, il n'y a pas de souci, je vous appellerai et tout. D'ailleurs, il faudrait que j'y aille, hein, parce que ça fait quand même 6 mois. Mais voilà, il m'a dit oui, bah, n'hésitez pas et tout. Sans rancune, je sais que c'est pas vous. Mais voilà, c'est pas grave, je vais continuer à travailler, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, c'est là, en fait, on se rend compte que bah, des fois, il y a des limites. C'est qu'on peut nous apporter quelque chose, mais bah, il y a comment dire, il y a le système qui est là, en fait. Et si à un moment donné, tu rentres pas dans le moule, c'est compliqué. Bah, on est obligé de te sortir parce que tu ne rentres pas dans le moule. Ah. Et justement, il y a un aspect aussi que j'aimerais aborder. C'est le fait d'être une personne noire dans ce métier-là. Parce que est-ce que c'est fréquent maintenant? Honnêtement, je n'en ai pas croisé tant que ça. Déjà, non, j'en ai. Est-ce que j'ai déjà travaillé avec une ou un CPE Non, jamais. Jamais. Parce qu'ici, on a reçu Maï Traoré, qui est proviseur dans un lycée, que je salue. Bah, elle aussi, pareil, c'était pas forcément fréquent. Ça arrive, c'est bien. Parce que est-ce que ça t'aide, ça, quand même? Beaucoup. Okay. Beaucoup. En tout cas, dans les établissements où j'ai eu à travailler. Après, comme j'ai dit, j'ai été en Seine-Saint-Denis, donc voilà. On se ressemble un petit peu. Et c'est vrai que ça a été clairement un avantage, la plupart du temps. Ça m'a... À part l'histoire, l'anecdote où je évoquais avec cette maman qui a débordé. Mais sinon, non, de manière générale, ça a son avantage parce que... après, il faut savoir poser la limite. Parce que du coup, souvent, ils vous voient un peu... comme la grande sœur. Voilà, comme la grande sœur. Merci, ça va, t'as pas dit la maman, c'est bien. Tu vois, comme la grande sœur, et il y a une approche ou des limites qui vont s'imposer eux-mêmes, qu'ils ne se permettraient pas. Voilà. Et une fois, voilà, j'ai été affecté à Noisy-le-Sec dans un établissement et des jeunes, mais sans filtre. Ah, madame, heureusement que vous étiez une blague. Hein. Parce que franchement, sinon, je suis pas sûr qu'on allait être aussi calme. Mais mademoiselle, falloir te calmer, en fait. Beau être black, mais en fait, je suis pas ta copine, je suis pas ta tante, je suis pas ta cousine. Enfin, voilà. Donc, s'il faudra te coller, je te collerai en français, en bambara, en lingala, je vais te coller, dans tous les cas. Donc, ça changera pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'après, ça permet de comprendre certaines choses, parce qu'en vrai, on a une culture qui peut être commune. Ce qui fait qu'on peut comprendre. Après, il y a la barrière de la langue aussi, qui fait que, voilà, quand des fois, peut être limité, comme cette jeune fille où la maman avait reconnu qu'on venait du même pays, bah, des fois, ça me permettait de parler avec elle dans notre langue maternelle pour mieux lui faire comprendre certaines choses. Donc, l'avantage peut être aussi là. Mais après, voilà, il faut toujours savoir garder quand même cette distance-là pour pas que ça déborde et que d'autres élèves, en fait, se sentent mis à l'écart parce que y a ce côté, on est entre blacks, quoi. Voilà. Après, il y en a qui en jouent. Il y en a des fois, cette année, là où je suis, je sais qu'il y a un élève qui a dit à tout le monde que
que j'étais sa tante. Et les gens le croient. Et les gens le croient, quoi. Donc j'étais mort de rire. Et il me regarde, il fait madame, j'ai dit que vous étiez ma tante. Il dit mais ça va pas bien ou quoi? En tout cas, les gens croient. Non, mais voilà, c'est jamais méchant. C'est toujours positif de manière générale. Mais faut faire attention, voilà, de garder sa posture et de garder cette distance-là pour pas qu'il y ait de dérive, quoi. Et est-ce qu'il y a déjà des jeunes qui t'ont dit, par rapport à ce que tu as pu faire pour eux ou ce que tu fais, ta façon de travailler, qu'ils aimeraient faire la même fonction que toi, comme toi? Ça t'est déjà arrivé? Je sais pas, tu peux susciter des vocations. Là, on vient de parler du fait d'être noir dans ce métier. Même pas. Peut-être que... Non? Non. Ok. Après, au collège, bon, ils sont encore petits. Au lycée, le lycée où j'ai eu à travailler, c'était un lycée pro, donc ils savaient déjà pourquoi ils étaient là. Après, c'est vrai que les gens te disent je veux devenir CPE, effectivement. Non, bah regarde, moi-même, ça m'avait même pas traversé l'esprit en vrai. Donc, non, je pense que c'est un métier qui est pas assez connu, je trouve. Qui est pas assez mis en avant, honnêtement. Après, il y a toujours ce côté, voilà, la CPE. Souvent, c'est la CPE, hein, parce que même des hommes, il y en a pas tant que ça, un peu plus maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cet aspect. J'ai l'impression qu'on est un peu comme les huissiers. Tu vois, les métiers les plus détestés, ouais. Voilà, c'est toujours quand je dis aux jeunes, à des gens, voilà, quand je croise dans des choses extérieures et tout, oh, je suis CPE. Ah ouais? C'est genre en mode, on dirait pas, hein? Comment ça, on dirait pas? Ah, moi, ma CPE à l'époque, oh là, je lui ai fait la misère. Ok, merci. Moi, ils sont plutôt sympas avec moi. Ah ouais? D'accord. Et c'est bien ça se passe bien. Tu colles grave les élèves, hein, je suis sûre. Non, en fait, non. Je discute beaucoup avec eux. Après, effectivement, je colle quand il faut coller, mais sinon, ouais, je suis plutôt... Voilà, mais c'est vrai que non. Ok. Non, c'est une question que je me posais. En tout cas, merci pour toutes ces explications-là. Écoute, ici, on a une rubrique lecture. Au revoir. Non, je regarde. Est-ce que tu lis un petit peu? Un petit peu. Est-ce que tu as des livres à recommander? Absolument pas. Zéro? Non, parce qu'en vrai, je suis pas une lectrice. Okay. Honnêtement, je ne suis pas une lectrice. J'aime écouter de la musique. Ok. Moi, j'aime énormément la musique. Passer une journée sans regarder la télé, sans ouvrir un livre, c'est possible. Mais passer une journée sans écouter une seule musique, c'est juste impossible. Ok. Donc après, la lecture, j'aime bien. Mais c'est souvent quand je suis dans les transports. Et du coup, voilà, je vais souvent à la bibliothèque avec mes enfants. On fait notre stock pour le mois. Et donc, je prends mon bouquin qui va m'accompagner le mois. Et je ne regarde pas... J'ai pas d'auteur ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je erre dans le, dans le truc et je regarde. Exactement. Ce qui me parle, je le prends. Ok. Là, je suis en train de lire un bouquin d'une... J'ai même pas retenu le nom de l'auteur. En fait, c'est une maman qui parle de son parcours avec son fils autiste. Ok. Voilà. J'ai lu la 4e de couverture. Ça m'a interpellé. Je l'ai pris. Ok. Voilà. Bah écoute, même si t'as pas de recommandations, etc., on a une tradition ici, c'est que l'autre, il repart avec un livre. Waouh. J'ai un livre pour toi. J'espère que tu as bien choisi. Bah écoute, j'espère aussi. Il y a une dédicace et tout dedans? Non, il n'y a pas de dédicace. Faut la faire. Quand tu seras connu, je vais le revendre. Ah, écoute, si je deviens connu. Quand tu seras. Waouh, trop bien. Puis il y a mon nom, l'accent et tout. Oh là là. Je dois l'ouvrir devant tout le monde? Oui, s'il te plaît. Bah écoute, je pense pas que tu l'aies, mais j'espère que ça te parlera. Ah, j'aime. Déjà juste, j'aime. La force d'aimer, on est totalement dedans. Merci beaucoup. Martin Luther King, est-ce que tu peux le montrer, s'il te plaît? La couverture. Voilà. Top. T'aurais pu cacher le prix quand même. Mais je vais vous le cacher, le prix, je vous montrerai pas. Mais il a mis un petit budget, un petit. Top. Moi, je finis mon bouquin et puis je... Bah écoute, bonne lecture à toi. J'ai 2 dernières questions. Quel héritage tu voudrais laisser aux autres derrière toi? À qui? Aux autres. C'est qui les autres? C'est trop vaste. Les autres. C'est trop vaste. Ton prochain. Parce qu'il y a écrit chrétien sur le livre, c'est pour ça. Quel héritage je voudrais les laisser? Honnêtement, j'ai envie de dire franchement, ton titre, il est juste la force d'aimer, en fait. Apprendre à aimer l'autre, tout simplement. À l'aimer, pas pour ce qu'il est, mais à aimer ce que l'amour, en fait, c'est le don
On n'attend pas forcément de recevoir en retour. Et des fois, les gens ne nous donnent pas forcément ce qu'on leur a donné. Mais en fait, l'amour, c'est pas comme un boomerang. C'est pas parce que je l'ai lancé là que ça va revenir comme ça. Souvent, on le lance par là et en fait, ça revient de l'autre côté. Et c'est ce que je trouve juste magnifique. Donc, ouais, je dirais la force d'aimer. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Non, je plaisante. Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? D'évoluer. Parce que du coup, j'ai été assistant d'éducation, j'ai TCPE. Tu veux être proviseur? Principal ou proviseur, allons. Hein. Ok. Allons. Enfin, c'est la suite logique, en vrai, j'ai envie de dire. Parce qu'après, en termes de progression, il n'y a pas autre chose, en fait. Donc, ouais, la suite logique serait d'être chef d'établissement. Principal, proviseur, en tout cas personnel de direction. Ouais. Ok, bah écoute, c'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Ouais, on se reverra comme ça. Exact. Ouais. Rendez-vous. Rendez-vous dans 3 ans et puis tu me prépareras un livre avec un budget un peu plus conséquent, s'il te plaît. Merci. Non, ouais, je pense que c'est ce qu'on pourrait me souhaiter. J'appréhende un peu parce que du coup, le rapport avec les jeunes sera plus pareil. Exact. Mais voilà, je pars du principe où je resterai moi. Donc, comme je suis une CPE, moi, je serai un personnel de direction similaire, je pense. Voilà. En tout cas, merci à toi pour tes mots, tes explications, tes anecdotes. Et franchement, bon courage en tout cas par rapport à ce que tu fais et la progression que tu veux accomplir. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir fait connaître le métier. Peut-être que certains ne le connaissaient pas. Mais voilà, c'est un très, très beau métier qui demande de l'ouverture d'esprit, qui demande de l'attention, qui demande... mais qui est... Comment dire? On y voit le bénéfice, quoi, en fait. On accompagne l'être humain, on accompagne ces jeunes dans le fait de devenir des adultes. Et je trouve ça juste magnifique, en fait. Donc venez, les jeunes qui ne connaissent pas encore. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Bah écoute, si on peut contribuer à faire connaître un peu mieux ce métier, c'est l'objectif. On vous y arrive, tu vois. C'est ça. Puis on a les vacances, n'oubliez pas. C'est important. C'est important, ça peut motiver un petit peu. On a les vacances scolaires, c'est bien. Ça aide à souffler. Et en vrai, on rigole parce qu'on dit souvent que les profs et tout ça, on travaille pas assez, vous êtes tout le temps en vacances. Mais en vrai, les 6 semaines d'école, 2 semaines de vacances, elles sont super bien pensées. En vrai, on le ressent. Au bout de la 5e et de la 6e semaine, on sent qu'on est en veille de vacances et qu'il y a besoin pour tout le monde. Tout le monde, les jeunes y compris, de souffler. Donc en vrai, c'est très bien pensé. Donc pensez à passer le concours et venez, on a besoin de vous. En tout cas, merci Stéphie. Je t'en prie. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. En espérant que vous avez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.